Bienvenue à toutes et à tous. Alors, cette séance aura pour but de présenter le mémoire que j'ai pu réaliser dans le cadre de mon alternance que j'ai réalisée du coup chez Accenture. Donc, je m'appelle Baptiste Allaire, je suis aujourd'hui analyste actuaire chez Accenture également, et alternance que j'ai également réalisée à l'Euro Institut d'Actuariat, donc l'école actuarielle bretonne. Pardon. Euh, donc, alternance qui m'a permis d'obtenir mon titre d'actuaire à l'issue de la réalisation du mémoire que je vais vous présenter, intitulé Impact prospectif de la pollution de l'air en assurance de personnes. Donc rapidement, je vais vous expliquer le déroulé de cette séance, déroulé qui reprend les grandes parties et sous-parties de l'écrit du mémoire que vous pouvez évidemment retrouver sur le site de l'Institut des actuaires. Donc rapidement, on va, dans un premier temps, réaliser une sorte de mise en contexte pour essayer de comprendre quels sont les trois liens qui peuvent exister entre assurance, changement climatique et pollution de l'air. Ensuite, nous verrons en deuxième temps la construction d'un modèle d'exposition avec l'estimation de notre facteur de risque qui sera donc la pollution de l'air. Par la suite, en troisième lieu, nous verrons comment nous allons projeter nos résultats en introduisant du coup de la construction du module prospectif. En quatrième partie, nous verrons donc l'application, l'obtention des principaux résultats de ce mémoire. Et enfin, en dernière partie, nous verrons les approfondissements potentiels et nous tirerons les conclusions de ce mémoire. Donc, commençons tout de suite par le cadrage de l'étude. Donc, dans cette première slide, je vous propose une frise chronologique qui recense un certain nombre de publications de la part de différents régulateurs, qu'ils soient français, européens ou internationaux. Toutes ces publications, elles ont un grand point en commun, c'est qu'elles mettent en avant l'étude des risques climatiques. Deux de ces études ont été particulièrement développées au sein de l'écrit du mémoire, notamment donc, les exercices pilotes climatiques de la CPR de 2020 reconduits en 2023, et également la publication de l'EIOPA en 2022, qui est relative du coup au guide d'application sur les évaluations de l'importance relative du changement climatique dans leur ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre derrière l'émergence de toutes ces publications, c'est qu'on a une prise en considération du changement climatique qui est croissante, changement climatique qui risque d'impacter évidemment le domaine financier, mais pas qu'uniquement. Le changement climatique a également des effets sur l'environnement de vie et la qualité de vie des assurés, et donc par extension sur l'activité d'assurance de personnes. C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc, pour débuter, je vous propose une petite définition de la pollution de l'air, donc une définition qui nous est tout droit venue de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la pollution serait la contamination de l'environnement intérieur ou extérieur par tout agent chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l'atmosphère. Une première nuance est à apporter dans cette définition de l'OMS. Il faut savoir qu'au sein de ce mémoire, uniquement la pollution extérieure a été considérée et à l'étude. J'insiste sur ce point. Donc, pollution de l'air extérieur qui, en quelques chiffres, en France, représente 9% de la mortalité annuelle, soit environ 48 000 décès prématurés en 2016 selon Santé publique France. Et toujours selon l'OMS, aujourd'hui, 92% de la population mondiale serait exposée donc en 2016. Les principales branches d'assurance impactées par du coup, cette pollution de l'air sont les branches accidents, maladies, vie, décès. Et les différents contrats d'assurance ou les garanties qui peuvent être impactés sont notamment donc tout ce tourne autour ou gravite autour des contrats type santé-prévoyance, qu'ils soient individuels ou collectifs, et nécessairement l'activité d'assurance sur les contrats en cas de vie ou de mort, par ailleurs. Donc, comment va se générer les effets de la pollution de l'air sur ce type de garantie auprès des assureurs? On aura naturellement des dérives de sinistralité. Pour le cas de la santé, ça peut être des hausses de consommation, une hausse d'entrée en hospitalisation, par exemple. Ou pour le cas de la vie, on va avoir des perturbations des étapes de mortalité, ce qui sera davantage étudié dans cette séance. Ensuite, donc, quels sont les effets de ces perturbations? On va naturellement avoir des dérives de sinistralité,
qui vont impacter les effets de la solvabilité et parfois l'orientation des choix des assureurs sur leur traité de réassurance. Donc, à partir de cette mise en contexte, on va essayer de répondre à la problématique suivante. Dans quelle mesure peut-on appréhender le risque prospectif de la pollution de l'air en assurance de personnes? Pour ce faire, quatre grands éléments, quatre grands axes. Donc, tout d'abord, en fait, l'écrit du mémoire a réalisé une sorte d'état de l'art de la compréhension de la pollution de l'air en sourçant un certain nombre de revues enfin, de sources littéraires, pardon. Le but ensuite, c'est de comprendre les retombées sur la qualité de l'environnement de vie des assurés et donc par extension sur l'activité d'assurance de personnes. Pour ce faire, toute une approche à fine granularité a été mise en place, qui vous sera détaillée par la suite. Et le but de cette approche est, in fine, d'obtenir des résultats qui vont venir compléter les hypothèses présentées par la CPR au sein de ces différents exercices pilotes climatiques. Donc, tout de suite, basculons dans la deuxième partie de cette séance, donc la construction du module exposition. Pour ce faire, il faudra noter que tout au long de cette séance, il faudra distinguer deux composantes. D'une part, on va parler de la composante démographique et d'autre part, on aura une composante relative aux facteurs de risque / pollution de l'air. Pour commencer, on va parler de cette première composante, donc la composante démographique, enfin, les données qui ont été utilisées pour cette composante démographique sont les données de la base Caroé de l'INSEE. Concrètement, une base Caroé, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation exhaustive et complète d'une grille avec des carreaux de surface unitaire d'1 km². Donc là, il faut vraiment imaginer la carte de France sur votre droite, sur laquelle on vient imposer une grille avec des carreaux de 1 km², tous imputés avec des données socio-économiques, mais également démographiques. Parmi les données qui sont toutes imputées à chacun des carreaux, que j'appellerai également des pixels tout au long de cette séance, on peut retrouver notamment le nombre de personnes distinguées par tranche d'âge et également d'autres variables socio-économiques comme le revenu de vie ou encore le niveau de pauvreté. La deuxième composante, cette fois-ci donc la composante de facteur de risque, c'est notamment donc la base géodaire sur laquelle je me suis sourcé. La base géodaire, c'est la base qui recense la totalité des relevés de pollution de l'air atmosphérique selon différents polluants et selon donc différentes géographies qui sont entre autres présentées sur la carte sur votre droite. Donc les points sont les différentes répartitions des stations en France métropolitaine à l'exclusion de la Corse. Donc, à l'issue de cette base, on a obtenu pas moins de 550 stations de mesure différentes. Quatre grands polluants ont été à l'étude, les particules fines pour PM2.5, PM10, l'ozone pour O3 et dioxyde d'azote, NO2. La totalité de la profondeur historique qui était disponible a été extraite, à savoir la période 2013-2022. Alors, à noter que les quatre polluants qui ont été retenus sont ceux qui ont été retenus également par l'ACPR au sein de ces exercices pilotes climatiques. Et cependant, la base géodaire comporte également d'autres polluants qui peuvent être répertoriés et dont on peut récupérer les mesures de concentration. Seulement pour l'étude, seulement ces quatre polluants ont été retenus. Donc, à l'issue de l'extraction de cette base de données, on obtient pour chacune des stations des valeurs de concentration moyenne annuelle pour les particules fines, donc PM2.5, PM10 et dioxyde d'azote. En revanche, pour l'ozone, c'est un polluant qui est un petit peu particulier, on détaillera par la suite, mais ce sont des extractions journalières qui ont été réalisées. Et ensuite, c'est un retraitement de ces concentrations journalières en un indice qui s'appelle le SOMO 35, qui est un indice privilégié par l'OMS pour quantifier le fardeau de ce polluant en particulier sur la santé humaine. D'autres types de retraitements ont pu être d'ailleurs effectués, notamment la suppression des mesures qui comportaient une couverture temporelle insuffisante ou encore la suppression des stations qui disposaient d'un historique insuffisant. Donc là, on constate qu'on a nos deux composantes. On a d'une part notre composante démographique qui est issue pardon, d'une base exhaustive, complète, validée, de sources sûres que peut être l'INSEE et sur une représentation spatiale bien particulière, à savoir la représentation carroyée. De l'autre part, on a notre base géodaire qui, elle, consiste à
un échantillon réparti de manière presque aléatoire sur le territoire français. Et donc, on a deux distributions spatiales qui sont différentes. Donc, on a cette asymétrie spatiale qu'on va venir essayer de combler en introduisant du coup une technologie qui s'appelle l'interpolation spatiale. Donc, concrètement, pour définition, l'interpolation spatiale, c'est la méthodologie qui va nous permettre de diffuser nos mesures de concentration de polluants de l'air afin de pouvoir, à partir des stations connues, connaître en tout point de notre base carroyée, pardon, les valeurs attributaires inconnues. Donc, il existe différents types de modèles, notamment des modèles déterministes qui ont été à l'étude au sein du mémoire. On peut notamment on peut citer l'inverse de la distance pondérée, le plus proche voisin, ou encore l'utilisation des splines. Seulement, ces modèles déterministes n'ont pas été retenus in fine lors de la modélisation. Ce sont en effet des modèles géostatistiques qui ont été préférés, donc des modèles stochastiques, qui ont la particularité d'embarquer et de comprendre la structure spatiale du phénomène continu qu'on souhaite diffuser sur notre zone d'étude. Donc, d'ailleurs, à titre informatif, ce type de modèle est utilisé pour produire vos bulletins de météo matinaux. Classiquement, pour implémenter un modèle géostatistique, et entre autres les modèles de cligeage qui ont été retenus pour cette étude, on passe par une analyse variographique. Pour faire simple, une analyse variographique, ça consiste à en rentrer dans les données, essayer de comprendre comment on diffuse dans l'espace notre polluant. Sauf que n'ayant pas forcément une très bonne connaissance des différents polluants et de la manière dont ils se répartissaient spatialement, j'ai décidé de déléguer cette approche d'analyse variographique à une approche type machine learning. Pour ce faire, en fait, j'ai réalisé tout un modèle qui va vous être présenté par la suite afin d'automatiser et d'élire un modèle optimal pour chacun des polluants qui ont été retenus précédemment. Donc, cette stratégie de machine learning, elle vous est résumée dans ce schéma quelque peu lourd. On remarque qu'il y a un certain nombre de travaux préliminaires que je vais vous présenter. On va les distinguer dans un premier temps. On va essayer de détailler toute la démarche. Donc, on récupère nos données facteurs de risque, à savoir les mesures de concentration issues de la base géodaire. Ensuite, on va effectuer un grid search. Ça, je vais également le détailler par la suite. On obtient notre configuration optimale pour chacun des polluants, donc notre modèle de cligeage optimal. On va réaliser des prédictions pour ensuite évaluer les performances en introduisant un certain nombre de métriques. Je vais détailler davantage du coup les travaux préliminaires en amont de cette procédure. Dans un premier temps, il faut qu'on détermine l'espace des hyperparamètres. Donc l'espace des hyperparamètres, c'est en quelque sorte la combinaison de toutes les modalités de paramètres qu'on va venir tester dans notre modèle de crigeage. Donc en fait, on va juste générer et fixer à l'avance des vecteurs de modalités pour chaque paramètre du modèle de crigeage. Et en quelque sorte, on va créer l'espace des hyperparamètres comme étant le produit cartésien de la totalité de ces vecteurs précédemment créés. Ensuite, il faut qu'on définisse une métrique d'évaluation. C'est le choix de la RMSE qui a été retenu ici, notamment pour sa facilité d'interprétation, sa lisibilité. Et étant donné que c'est une métrique d'erreur, on va chercher à élire le modèle optimal qui minimisera cette métrique d'évaluation. Donc, une fois qu'on a vu donc la définition des espaces des hyperparamètres, l'élection de notre métrique, on doit choisir notre stratégie de validation croisée. Pour rappel, la validation croisée, c'est une technique qui évalue les performances d'un modèle et donc on va séquentiellement extraire un sous-ensemble de notre échantillon de stations de pollution. On va apprendre sur la totalité restante, on va entraîner en fait notre modèle dessus et on va venir tester sur le modèle qui a été exclu en premier lieu. Et ensuite, on va faire séquentiellement cette même procédure pour chacun des sous-ensembles que l'on aura définis au préalable. Donc ça, ce que je vous décris, c'est en quelque sorte une stratégie K-fold où en fait le K correspond au nombre de sous-ensembles avec lequel on va diviser notre ensemble total, notre échantillon total de données de station. Nous, on a retenu une méthode qui est un petit peu extrême. C'est une variation extrême de la méthode K-fold. En fait, c'est la méthode leave one out, dans laquelle, en fait, chaque station de mesure, donc chaque échantillon, est en fait un sous-ensemble. Donc, on va
réeffectuer la procédure que je vous ai présentée précédemment pour chacune des stations. Pourquoi ce choix? Déjà, c'est un choix que je source dans la littérature, notamment pour ce type d'application à des modèles d'interpolation spatiale. Et dans un second temps, pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir des résultats qui sont plus cohérents lorsque notre échantillon de données est relativement faible en quantité de données. Donc, c'est nécessairement une approche qui impute un coût computationnel et calculatoire très important, mais c'est le choix qui a été retenu pour la modélisation. Donc, une fois qu'on a défini tous ces travaux préliminaires, on lance notre procédure de grid search. Le grid search, en fait, ça va être la méthodologie avec laquelle on va parcourir notre espace des hyperparamètres. Il en existe deux grandes, les plus connues sont notamment le random search qui va ponctuellement prendre aléatoirement un certain nombre que vous aurez défini au préalable de combinaisons de modalités à imputer à votre modèle de crigeage. Mais nous, on a choisi une nouvelle fois la méthode qui induit un coût calculatoire assez élevé, c'est un parcours total, systématique et exhaustif de l'entièreté des combinaisons de modalités de notre espace des hyperparamètres. À l'issue de notre procédure de grid search, qui est une procédure itérative, on obtient des métriques, et donc la métrique notamment de RMSE qui a été définie au préalable, et on élit notre modèle optimal pour chacun des polluants comme étant la combinaison de modalités des paramètres du modèle de crigeage qui minimise donc la RMSE. Une fois qu'on a obtenu, donc à l'issue de cette procédure, les paramètres optimaux de nos quatre modèles, on rappelle, hein, un modèle pour chacun des polluants qui sont retenus, on va chercher à tester ces modèles et à calculer d'autres métriques pour voir la cohérence de notre modèle. Donc là, on introduit un certain nombre de métriques qui sont présentées dans la table ci-dessous. On constate, pour la plupart des modèles, on se trouve un petit peu en situation de surapprentissage. On constate que le biais est relativement bas, là où la variance a un petit peu tendance à décoller. Et l'avantage de pouvoir introduire des métriques comme les autres qui sont proposées dans cette table, c'est de pouvoir comparer les modèles entre eux. On constate notamment que le modèle de SOHO 35, c'est le modèle qui performe le mieux par rapport du coup aux autres, notamment pour les métriques d'ajustement R carré et corrélation qui se rapprochent davantage de 1, là où les métriques d'erreur MAE et RMSE sont relativement les plus basses par rapport aux autres modèles. En guise de synthèse et de seconde validation, donc je rappelle, notre première étape, c'est extraire l'échantillon de données en situation historique. Pour chaque année, on extrait toutes nos valeurs de concentration annuelle pour un polluant donné. On applique notre modèle d'interpolation spatiale. Donc, on obtient la deuxième carte. Vous voyez que la carte vient de se colorier par magie. Et en guise de validation externe, je suis allé valider la répartition spatiale visuellement avec des données de l'INERIS qui sont disponibles sur leur site internet. Donc maintenant qu'on a construit notre modèle d'exposition en situation historique, on va introduire notre composante prospective. Donc, on distingue toujours nos deux parties, notre partie démographique qu'il va falloir qu'on fasse vieillir, et de l'autre côté, notre partie composante facteur de risque qu'on va également devoir faire vieillir dans le temps. Donc, pour faire vieillir notre première partie, à savoir la partie démographique, on introduit le scénario central de l'INSEE, scénario central de l'INSEE qui va nous permettre de faire évoluer notre base démographique, donc la base carroyée, en effectif et en âge. Donc, en utilisant l'hypothèse selon laquelle chaque pixel évolue selon le département auquel il appartient, à partir du scénario central de l'INSEE qui nous fournit des coefficients d'évolution de la population par département à chaque année de projection, on est désormais en mesure d'obtenir notre base carroyée projetée en effectif à n'importe quelle année de projection souhaitée. Ensuite, toujours à partir du scénario central de l'INSEE, cette fois pour la projection des tranches d'âge, l'évolution des tranches d'âge plutôt, on va, selon toujours la même hypothèse, extraire à partir de structures d'âge en 2018 et en 2070 des coefficients d'évolution des classes d'âge par année de projection. Et donc, avec toujours la même hypothèse selon laquelle chaque carreau évolue sur la tendance du département auquel il appartient, on a une évolution des tranches d'âge à n'importe quelle année de projection souhaitée.
Donc là, en quelque sorte, on est désormais en mesure de faire évoluer notre base carroyée à n'importe quelle année de projection souhaitée. Donc maintenant, on bascule sur l'autre composante, la composante facteur de risque. On va introduire l'utilisation de variables exogènes. Donc, les variables exogènes, ce sont des variables externes qu'on va utiliser et par le biais d'une double étude causalité-corrélation, on va venir expliquer l'historique des concentrations de pollution dans l'air à partir de données externes. Ces données externes pour ce que j'appelle le cocktail, c'est le PM2.5, PM10 et dioxyde d'azote. Ce sont les données nationales d'émissions qui ont été retenues en qualité de variables exogènes. Pour l'ozone, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un polluant qui est quelque peu particulier. En effet, c'est un polluant qui est considéré comme secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement émis dans l'atmosphère. Il se forme dans notre environnement avec des conditions atmosphériques particulières et en particulier pardon, en période de forte chaleur. Donc, pour cette raison, on a choisi d'utiliser les données de température moyenne annuelle pour l'ozone. Une fois qu'on a identifié nos variables exogènes, on est allé extraire un certain nombre de scénarios, donc les scénarios d'émissions prospectives sur notre territoire pour le cas du cocktail, donc ça s'appelle des scénarios GEA. Et pour le cas de l'ozone, on a utilisé les classiques RCP et SSP qu'on est venu extraire. La méthodologie est la suivante. On prend notre variable exogène pour un polluant donné et une année projetée donnée, et on vient rapporter ça à la valeur de la variable exogène en situation historique. Ça nous permet d'obtenir un coefficient qui va nous permettre de majorer la valeur moyenne historisée de nos concentrations de polluants dans l'air. Euh, donc oui, on va venir majorer à partir de ce coefficient qui a été calculé. Ça nous impute un certain nombre d'hypothèses à prendre en compte, notamment dans cette approche, on néglige la pollution transfrontalière, pardon. Donc, c'est la pollution qui est relative à nos pays voisins ou à d'autres pays dans le monde. Et ça nous impute également l'hypothèse suivante, selon laquelle les scénarios GEA sont à préférer aux scénarios climatiques pour les données d'émissions. Donc, poursuivons maintenant sur la présentation des scénarios d'émissions qui sont utilisés pour projeter donc, le dioxyde d'azote et les particules fines. Donc, on a extrait des scénarios GEA, qui sont des scénarios énergétiques qui prennent en compte la législation actuelle et future européenne concernant des potentiellement projets de loi pour restreindre les émissions de gaz à effet de serre, enfin les émissions de pollution, pardon. Et on a également utilisé des scénarios qui sont des régressions par rapport à l'historique qu'on disposait, et également des scénarios réglementaires qui sont relatifs à des projets de loi. Ensuite, on introduit du coup les scénarios climatiques, les scénarios RCP et SSP, dont on a pu obtenir l'évolution de la température moyenne annuelle en France dans le futur, à l'horizon 2050. Donc, pour rappel, les scénarios RCP sont issus du cinquième rapport du GIEC. Ils traduisent une quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en une hausse des températures. Et pour le cas des scénarios SSP, c'est relativement la même chose, à l'exception qu'ils prennent en considération une composante socio-économique qui est censée fournir des scénarios davantage réalistes, notamment en termes de scénarios prospectifs. Donc, maintenant qu'on a expliqué la démarche, on est désormais en mesure de projeter d'une part notre composante facteur de risque sur la gauche de ce graphe et notre composante démographique sur la droite de ce graphique. On a désormais nos deux composantes qui sont sur le même plan spatial, donc sur notre base carroyée avec des pixels d'1 km², et via une jointure spatiale pour chaque pixel, on a alors une valeur de concentration de pollution de l'air projetée et une valeur démographique distinguée par classe d'âge en situation projetée. Donc maintenant qu'on a réussi à construire notre modèle d'exposition, à le projeter, on va, dans cette quatrième partie, obtenir nos premiers résultats. Avant de poursuivre sur la méthodologie d'une traduction d'une population et d'une exposition à une pollution de l'air en incidence sur une mortalité, je vous propose
un rapide, une prise chronologique d'étapes qui nous est tout droit issu du guide d'application sur les évaluations de l'importance relative du changement climatique dans l'ORSA par les IOPA. Et en fait, cette publication, elle vient essayer de nous expliquer comment qualitativement on va pouvoir apprécier si on doit conduire une étude quantitative cette fois ou si le risque qui peut être généré, entre autres ici, par la pollution de l'air peut être négligé. Donc en fait, on rappelle la définition du contexte en première étape de cette méthodologie. On sait que la pollution de l'air, c'est un risque avéré avec les statistiques que j'ai pu vous donner en tout début de séance. On sait qu'on a des impacts sur le business, notamment pour les différentes garanties qu'on a pu identifier et les dérives de sinistralité qu'on a pu également mentionner. Maintenant, l'importance, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure on va pouvoir, oui ou non, aller plus loin dans la modélisation et quantifier les dérives. Est-ce qu'elles sont nécessaires d'être calculées ou non? Et in fine, une fois qu'on a apprécié qualitativement si on doit poursuivre ou non, on est en mesure de pouvoir conclure. Si en tout cas dans le cadre de l'IOPA, si on décide de négliger la conduite d'une étude quantitative, on doit le justifier. C'est ce que je vais désormais faire dans cette slide. Au sein de ma modélisation, j'ai décidé d'extraire le cocktail PM2.5, PM10, dioxyde d'azote. Pourquoi? Parce que selon tous les scénarios que j'ai pu récupérer, les scénarios GEA qui, selon les littératures, sont à privilégier, les scénarios réglementaires ou encore les scénarios de régression par rapport à l'historique, on a constamment une projection qui tend à diminuer. Nécessairement, on n'aura pas d'incidence additionnelle. Euh, donc, j'ai décidé de laisser de côté ces polluants et de ne pas conduire en quelque sorte l'étude quantitative. En revanche, comme je vous l'ai expliqué, l'ozone est induit quelque part, il est corrélé du moins aux périodes de forte chaleur. Donc, j'ai décidé, étant donné qu'on anticipe sur les scénarios climatiques une hausse de la température, de conduire cette analyse quantitative. Donc ensuite, on va poursuivre sur l'outil open source qui nous est tout droit ici, toujours de l'OMS, qui m'a permis de traduire une exposition d'une population, une incidence et un niveau de concentration de pollution en du coup une donnée quantitative qui va nous permettre d'être exploitée par la suite dans un milieu opérationnel assurantiel. Pour ce faire, en fait, le logiciel Hercule+, il permet de quantifier via un certain nombre de concepts mathématiques qui sont présentés en slide suivante, quantifier le fardeau que représente une concentration auprès d'une population. Dans une démarche opérationnelle, en fait, c'est un outil clic-bouton qui n'était pas forcément industrialisable en l'état. Donc, j'ai décidé de réimputer l'outil dans ma procédure de bout en bout sous Python afin de pouvoir quantifier l'impact de la pollution de l'air sur chacun des 370 000 pixels de ma base Carroyer. Évidemment, j'ai oublié de préciser, mais lorsque j'ai réimputé cet outil sur Hercules, enfin sur Python, je l'ai évidemment recetté avec les résultats de l'outil lui-même, à savoir Hercules. Ensuite, du coup, comme j'en parlais précédemment, voici les différents concepts mathématiques qui sont imputés dans l'outil Hercules qui nous permettent de parvenir à notre résultat final, qui est le facteur additionnel. Donc, on a d'abord le risque relatif qui va mesurer statistiquement et évaluer l'association entre une exposition à un facteur de risque spécifique et l'occurrence d'une maladie ou d'un décès. Pour notre cas, on rappelle que c'est pour le cas d'un décès, étant donné que uniquement la mortalité euh, a été à l'étude dans ce mémoire. Ensuite, on a la mesure de la part attribuable qui, à partir du risque relatif, nous donne en quelque sorte euh, oui, la part des décès qui pourraient être évités si on venait à supprimer définitivement l'exposition aux polluants considérés. De cette part attribuable, on obtient un nombre de cas attribuables. En fait, c'est un nombre de décès qui peuvent être considérés comme étant liés à une exposition à une pollution.
et donc qui serait amené à être supprimé si, à être évité si on supprimait notre exposition aux polluants en question. Et in fine, on obtient notre facteur additionnel. Le facteur additionnel, c'est le nombre de cas attribuables en situation projetée, ramené à un nombre de cas en situation baseline, enfin diminué d'un nombre de cas, pardon, en situation baseline, le tout ramené à une population donnée. Ces formules mathématiques, et notamment la formule de facteur additionnel, nous permettent d'obtenir les tables suivantes, qui sont les résultats finaux du mémoire. Donc, on distingue deux tables. Une première qui représente les chocs additionnels selon tout âge, une autre qui réalise un focus sur la tranche plus de 65 ans. Les tables sont déclinées également selon tout scénario RCP, SSP à disposition et selon trois horizons temporels, 2030, 2040, 2050. Donc, on constate en termes d'interprétation que plus notre horizon de temps s'allonge, plus naturellement notre choc additionnel est amené à lui aussi évoluer dans le même sens. Et parallèlement, on peut également tirer la même conclusion au niveau de l'adversité des scénarios climatiques. C'est-à-dire que plus le scénario climatique est adverse, donc plus on est susceptible d'avoir une évolution de température moyenne annuelle à la hausse, plus on aura notre facteur additionnel qui augmente. Ces résultats nous permettent d'avoir et de conclure sur la réalité, notamment en comparant avec les résultats de la CPR au sein de ces exercices pilotes climatiques. Et une fois qu'on a pu valider ces résultats, on va également parler d'un sujet qui, selon moi, est plutôt important, c'est le levier du résultat qui peut être imputé au choix de granularité particulièrement fin qui a été modélisé au sein de ce mémoire. Donc, en fait, cette précision accrue, elle permet de nous fournir des résultats éclairés. Notamment, on peut totalement s'affranchir des classiques frontières administratives qui sont utilisées lorsqu'on réalise des zonées, par exemple, notamment parce que ça n'a pas forcément de sens d'utiliser des frontières administratives lorsque on a de grosses fractures et qu'on modélise des phénomènes qui sont continus dans l'espace. Maintenant, je vais vous parler du coup des grandes limites des travaux qui ont été identifiés. Dans un premier temps, c'est un cadre d'étude qui est réduit notamment pour le type de garantie et de contrat d'assurance qui peuvent être impactés. Cependant, ça reste quand même des études qui sont conduites par la CPR, donc qui ont quand même un certain sens. Ensuite, les modèles qui ont été calibrés ont été réalisés sur un espace d'hyperparamètres réduit. Il sera intéressant de pouvoir les explorer davantage. Ensuite, on a une certaine dépendance aux données, notamment la construction du modèle d'interpolation spatiale dépend de la répartition spatiale des stations de mesure. Et on a une descente en granularité qui résulte de concessions, notamment dans nos hypothèses d'évolution de la population, notamment l'hypothèse selon laquelle chaque pixel évolue selon la tendance du département auquel il appartient. Ensuite, on a d'autres hypothèses qui sont particulièrement conséquentes, notamment la stationnarité spatiale ou encore le lien linéaire qui existe entre l'ozone et la température. Maintenant, bien qu'il ne soit pas totalement, qu'il ne fasse pas forcément consensus auprès de tous les scientifiques, ce sont quand même des hypothèses qui sont validées dans un certain nombre de sources littéraires reconnues. Maintenant, dans cette dernière partie, je vais vous proposer donc les approfondissements potentiels de cette étude et essayer de tirer les principales conclusions. Donc d'abord, comme je l'ai énoncé auparavant, on a évidemment une investigation de l'espace des hyperparamètres qui pourrait être possible si on avait davantage de puissance calculatoire et de temps pour pouvoir faire tourner les codes qui sont particulièrement longs. Ensuite, il y a la considération de l'effet cocktail. Pour moi, c'est une des perspectives les plus importantes, mais compliquées à mettre en place, dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas forcément de littérature qui nous permet de comprendre quelles sont les interactions, des effets croisés que peuvent avoir deux ou plusieurs polluants entre eux. Donc, en fait, c'est pour ça que chaque polluant a été étudié indépendamment. Mais typiquement, on aurait pu très bien essayer de comprendre et considérer comment l'ozone, en présence, par exemple, de dioxyde d'azote, aurait davantage d'effets sur la mortalité en France.
Ensuite, il serait tout à fait intéressant d'étudier d'autres incidences que la mortalité, à mesure que l'outil Hercule+ nous fournit la possibilité de la quantification, par exemple, de d'autres incidences comme l'entrée en hospitalisation. Il serait intéressant de pouvoir essayer de réaliser des chocs additionnels, cette fois-ci, sur la santé ou encore les arrêts de travail, comme l'a réalisé la CPR dans ses exercices climatiques. Et enfin, cette fois-ci, c'est une perspective plus globale. Je pense que la modélisation qui a été réalisée, notamment en termes d'interpolation spatiale, euh, pourrait, pourrait faire l'objet d'une réutilisation méthodologique, cette fois-ci pour diffuser d'autres types de phénomènes continus, parce qu'il y ait les phénomènes météorologiques, comme peuvent l'être les précipitations, les températures, ou encore diffuser, par exemple, une sinistralité donnée. Enfin, pour conclure, du coup, ces travaux s'inscrivent dans l'élargissement du corpus prudentiel et donc du champ des compétences de l'actuaire, notamment dans la prise en considération des enjeux de durabilité et la prise en considération croissante des effets que peuvent représenter le changement climatique sur notre activité. Ensuite, on a pu voir que notre granularité fine, elle a pu servir de levier du résultat, notamment pour s'affranchir des frontières administratives telles que j'ai pu l'énoncer auparavant. On pourrait tout à fait, parce que là, toute la méthodologie a été réalisée par le biais de données open data exclusivement, mais on pourrait très bien anticiper le fait qu'on récupère un portefeuille géocodé et qu'on puisse venir produire des tables tailor-made, propre du coup à l'exposition de l'assureur qui fournirait ces données géocodées. Ensuite, on a vu que l'interpolation spatiale automatisée, c'était un vrai levier du résultat également parce que on a pu déléguer toute une procédure qui, normalement, suscite un certain temps d'analyse et ce qui nous a permis de démultiplier la modélisation, le nombre d'années de projection, le nombre de polluants. Là où aussi, j'avais dû réaliser les analyses variographiques à la main pour chacun, ça aurait été quelque peu compliqué. Et enfin, on peut tout à fait anticiper à partir de ces travaux de potentielles applications analogues diverses, comme pourrait être l'utilisation des résultats de chocs additionnels que j'obtiens dans mes tables dans un orsat climatique afin de majorer les hypothèses classiques d'un assureur. On peut anticiper les autres utilisations méthodologiques de l'interpolation spatiale telles que je vous l'ai mentionné précédemment. Et enfin, on pourrait très bien réaliser un cas pratique de réassurance, ce qui a été notamment réalisé, car j'ai eu la chance de présenter ces travaux déjà lors d'une séance au 100% Data de 2023 en collaboration avec Aon. Et donc, Aon nous a fourni et réutilisé ces hypothèses qu'on a obtenues en résultat dans un cas pratique de réassurance. Donc, je vous remercie pour votre participation et je reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions que vous pouvez écrire dans le chat. Alors, comment évaluer la bêta dans la forme du risque relatif? Hop. Alors, j'ai pas tout à fait mémoire de comment c'est évalué, mais il me semble que c'est sourcé d'études scientifiques qui sont réalisées sur les pays européens et en Amérique du Nord. Et donc, en fait, c'est RQ+, c'est fondé donc, sur ces études qui nous fournissent ces bêtas de mémoire. Je ne les ai pas calculés au préalable. J'ai une question qui me demande si toutes les données propres, donc que représente le temps de calcul. Donc toute la méthodologie a été déroulée de bout en bout, c'est-à-dire que vraiment c'est récupération des données et ensuite on arrive jusqu'à notre table finale. Ça a été réalisé sur Python. Et en temps de calcul, je crois que j'avais des runs en général de l'ordre de 17 à 18 heures. Très bonne question. Donc, est-ce que vous tenez compte d'une vulnérabilité différente à la même exposition à âge donné suivant les pixels? Euh, Sous-entendu, est-ce qu'on pourrait prendre en compte les déserts médicaux? Ça n'a pas été à l'étude. Malheureusement, je visualise pas forcément comment j'aurais pu introduire cette composante. Maintenant, si la donnée existe, c'est sûr que ça pourrait être un levier du résultat et apporter davantage de précision sur nos résultats. Donc là, j'ai trois questions.
As-tu une idée de la volatilité introduite par les modèles de diffusion initiaux? Je les ai plus en tête, malheureusement, ça fait un moment que j'ai réalisé ce mémoire. As-tu essayé de faire un modèle plus simple, mais plus gros, modèle de diffusion plus simple, etc., pour rejouer le tout plusieurs fois avec des inputs différents fictifs? Et voilà, la sensibilité du total de données que tu mets en entrée. Malheureusement, j'ai perdu pas mal de temps. Donc, comme vous le savez, dans la réalisation d'un mémoire, on est pas mal contraint par le temps. Donc, j'ai pas eu le temps de réaliser la modélisation à des mailles peut-être plus grossières. J'ai passé pas mal de temps sur l'optimisation de mes modèles d'interpolation spatiale. Après, si la question est de savoir si j'ai tenté des modèles plus simplistes comme les modèles déterministes, oui, ça a été implémenté et in fine, ils étaient quand même moins performants que les modèles d'interpolation spatiale qui, comme je l'ai dit dans cette séance, prennent en compte la répartition de la structure spatiale du phénomène continu qu'on diffuse. Et non, j'ai pas forcément d'idée si vraiment on raisonne sur un modèle très simpliste comme pourrait être le plus proche voisin. Mais j'imagine que dans certains cas, ça serait pas forcément parce qu'on aurait encore des effets de frontière et dans certains cas, il y a des stations qui vont être localisées en ville et qui vont avoir des mesures de concentration qui ont tendance à exploser. Et si on n'a pas la présence d'une station autour, ça veut dire que malheureusement, on attribuerait une pollution, une mesure de concentration très élevée à un large éventail d'espace spatial. Donc, à mon avis, il y aurait des impacts, mais une nouvelle fois, c'est purement hypothétique. Je ne les ai pas quantifiés, mais c'est vrai que ça pourrait faire l'objet de sensibilité. Alors non, je n'ai pas regardé la dérive sur l'arrêt de travail comme je l'ai dit précédemment. Ça serait dans les perspectives d'amélioration, les perspectives de la reprise de ces travaux, afin d'ajouter du coup des facteurs additionnels quantifiés sur le périmètre santé et le périmètre arrêt de travail. Très bonne question. Donc, au global, est-il possible d'estimer si la mortalité liée à la pollution de l'air va augmenter ou diminuer? Comme le rappelle Corentin, j'ai décidé d'exclure de ma modélisation le cocktail PM2,5, PM10 et dioxyde d'azote. Et j'ai conservé du coup l'ozone qui a une tendance haussière. Donc, de mémoire, j'avais comparé les deux. Et en termes d'augmentation, c'était l'ozone qui primait par rapport à la baisse du coup de la mortalité qui serait induite par les efforts collectifs et politiques pour baisser du coup les émissions nationales et donc naturellement les niveaux de concentration en France. Je crois avoir fait le tour des questions. N'hésitez pas euh, à en poser une ou deux dernières. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous pour parler de vos éventuelles questions. Je suppose que je ne vais pas avoir d'autres questions. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre inscription. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci beaucoup.